Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais faire un petit tour d'horizon des banques centrales, à savoir qu'il y a eu pas mal de choses ces derniers temps. Nous allons commencer par la Banque centrale qui a notamment relevé ses taux à 4,5 avec un horizon stable, c'est-à-dire ne pas augmenter ses taux à l'horizon de 6 mois, mais je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez voir sur le graphique, l'inflation est en train de remonter là depuis un mois, 2 mois, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque la BCE vise un retour à l'inflation autour de 2%. Donc la marche est encore haute. Si on prend la vue au niveau européen, on est autour de 5%, je crois, ce qui est encore loin des 2%. Donc je pense que la BCE sera obligée de suivre la Fed. En effet, ceux-ci ont annoncé cette semaine qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taux, mais seulement au mois d'octobre ou au mois de novembre. Actuellement, on est à un taux à 5,5%, donc est quand même au-dessus. Et ça pose des problèmes pour la Banque centrale européenne. Pourquoi? Puisque les fonds, vous avez quand même un point de différence. Donc les investisseurs vont aller tendance à aller aux USA et la Banque centrale va devoir suivre si la Fed augmente ses taux. Il y a aussi des choses qui ont déçu au niveau de l'économie, au niveau on va dire des économistes, pardon, à savoir que la Fed avait prévu une croissance de 1% en juin, donc suite à l'augmentation des taux, or celle-ci était de 2%. Et ce qui n'est pas une bonne nouvelle puisque l'augmentation des taux est censée freiner l'économie. Donc, à voir comment l'économie résiste à cette augmentation des taux. Mais en tout cas, voilà, si on reprend aussi l'inflation aux États-Unis, on est toujours, comme en Europe, en train de remonter, un petit rebond. Et ça, du coup, la Fed n'aime pas ce rebond, puisqu'il faut vraiment tuer l'inflation. Et eux, par contre, s'approchaient de la barre des allez, 3%, presque 2 là bientôt. Donc c'était plutôt en bonne voie. Si on fait un petit tour de l'euro-dollar, donc on était 1,06 je crois là en cette fin de semaine. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour nous Européens puisque tout ce qui est pétrole et gaz, eux, sont facturés en dollars et donc tout ce qui va être consommateur entreprise, donc va devoir supporter justement encore une augmentation euh, élevée de ce prix. Donc pour tout ce qui va toucher le transport et le chauffage, et donc ça va contribuer à l'augmentation de l'inflation. J'ai ajouté ce graphique aussi qui est le PIB nominal, hein, donc c'est l'ensemble des valeurs ajoutées ne tenant pas compte de l'inflation. Donc cet indicateur est mesuré en taux de croissance par rapport à l'année précédente. Alors ça donne une idée de la croissance du revenu. Et donc si vous êtes sur un revenu de 7%, vous pouvez vous dire, bah voilà, je peux emprunter à 5%, j'ai encore une marge de 2%. Mais voilà, le problème c'est que les perspectives, et actuellement je crois qu'on était quand même aux alentours de 5%, donc ça va impacter fortement l'économie d'avoir des taux autour à 5, voire au-dessus. Alors, quels sont les risques? Voilà, j'avais envie de me baser sur l'histoire en fait. Donc c'est un peu les bandes, je sais pas si on les voit verticales. Alors, on va commencer par la première. Premier choc pétrolier en 1973, le pétrole est devenu une arme financière. Et voilà, ce qui donne un peu la fin des 30 glorieuses. Alors, je suis pas sur celle-ci, mais là, arrivé en 82, donc c'est la crise de la dette des pays en voie de développement, donc avec le hausse des taux d'intérêt et surtout notamment suite au choc pétrolier donc de 73, les pays en voie de développement c'était lourdement endettés et ça a posé problème notamment pour le Mexique qui a fait défaut en 82. Donc ça a entraîné une très grave crise. Et la Fed avait dû du coup baisser ses taux en urgence pour pallier justement à cette crise. Hop, si on avance dans le temps, on va aux années 90. Là, c'est début de la guerre du Golfe, donc avec l'invasion du Koweït. Et donc aux États-Unis, il y a eu une grave crise
bancaire qui éclate avec la faillite généralisée du système des caisses d'épargne. Les années 2000, un peu plus proche, on voit l'apparition de la bulle Internet. Donc le feu Internet booste les sociétés informatiques et de télécommunications. Malheureusement, les rentrées d'argent de ces sociétés sont dérisoires par rapport à leurs dépenses. Et donc, vers les débuts des années 2000, les premières analyses financières découvrent le problème et dénoncent cette fuite. Et voilà, à ce moment-là, la bulle éclate. Et on tombe du coup en crise. Là, la Fed baisse ses taux. Et en fait, c'est ce qui va amener la suite des choses, hein. Donc, comme on dit, ça a planté les graines pour la crise des subprimes, puisque aux États-Unis, donc des milieux de foyers modestes accèdent à la propriété via des prêts hypothécaires à taux variable. Et en 2006, voilà, quand ces taux remontent, et bah là, patatras, le château de cartes s'effondre et toute l'économie qui va avec. Et là, on peut voir que plus récemment, donc il y a eu mini crise, donc elle était déclenchée par la pandémie. Alors, du coup, j'ai voulu faire un petit tour des pays les plus endettés. Donc en haut de l'affiche, on a quand même le Japon, encore la Grèce et quelques autres pays. Alors, ce que j'ai pu noter, c'est que d'une manière générale, le Japon stagne au niveau de sa dette. Donc il n'y a pas d'accroissement. Tout ce qui est Grèce, Singapour, Érythrée, Venezuela, Italie, c'est plutôt en baisse. Et le pays qui m'a attiré l'attention, c'est le Laos. En effet, en fait, sa dette publique a représenté 62% du PIB en 2019 et cette part aurait dépassé le seuil des 100% en 2021. Donc elle est majoritairement libellée en dollars, donc ce qui augmente la valeur du service de la dette, puisqu'il y a une dépréciation de leur monnaie locale, hein, le KIP laotien. Et c'est pour dire qu'en 2022, Fitch a contribué justement à baisser sa note et l'a passé à CCC-, donc ce qui indique un risque de crédit élevé euh, vers un défaut, vraiment une éventualité réelle. Donc, gros risque sur ce pays-là. On peut parler aussi de l'immobilier chinois. Donc d'abord Evergrande, donc qui s'est déclaré en faillite aux USA. Il y a Country Garden qui est pas très loin non plus. On entend régulièrement cette semaine. Et donc dans ce contexte, Moody's a baissé, donc c'était le 14 septembre, de stable à négatif la prospective du secteur immobilier chinois, donc qui est frappé par la crise. Et donc voilà, en citant notamment les défis de croissance économique et qui, donc selon l'agence de notation, freinerait les ventes malgré le soutien de l'État. Donc Moody's a déclaré qu'elle s'attend à une baisse des ventes contractuelles d'environ 5% au cours des 6 à 12 prochains mois. Que l'impact des mesures gouvernementales visant à stimuler les achats immobiliers serait probablement de courte durée et inégal. Ensuite, on a la banque américaine, donc des First Citizens, qui a racheté l'intégrité des dépôts et prêts de Silicon Valley Bank. Donc, je rappelle qu'il y a quand même une banque régionale, donc qui a fait faillite début mars 2023. Et donc, très rapidement, en fait, elle a été mise sur tutelle, qui est le Federal Deposit Insurance Corporation. Mais ça a quand même eu un effet d'électrochoc pour ces banques régionales, donc qui a subi en partie un bank run. Donc elles sont très attentives actuellement, justement pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est très compliqué d'obtenir un crédit en ce moment dans ces banques. Et on peut aussi citer en Europe, plus proche de chez nous, le Crédit Suisse qui a été racheté en urgence par son compatriote UBS pour éviter une faillite. Voilà. Maintenant, la question, ça va être, même s'il y a les gros qui sont là pour protéger les petits, comment vont résister les gros? Un autre secteur qui peut être peut-être spéculatif, hein, avec des valeurs boursières, notamment aux USA, qui ont vraiment enflé, donc qui est le secteur de la tech. Pour rappel,
depuis le 1er janvier, il y a eu des hausses de 35 à 200%. Donc en espace de même pas 7-8 mois, donc c'est quand même très important. Alors là, dans ce secteur, on parle quand même des 7 magnifiques, hein. Il y en a qui sont stables. Donc les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, donc Nvidia qui a beaucoup augmenté et Tesla. Mais en fait, ces sociétés-là pèsent 30% de la valorisation du S&P 500. 30%. C'est quand même énorme pour cette valeur. Après, voilà, les avancées sur l'IA a quand même le vent en poupe. Alors, on nous promet monts et merveilles. C'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi sur la survente et un peu comme dans les années 2000 avec les sociétés Internet? Donc, à voir s'il n'y a pas une bulle. Et après, j'avais envie de dire le pétrole et les matières premières qui remontent, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle et qui peut aussi faire provoquer un crack à droite à gauche. Donc on se rapproche quand même au niveau du pétrole des horizons du 100 $. Voilà, c'est tout pour ce petit tour d'actualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit pouce et vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.